Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'Invité. Ce dimanche, fidèle ami internaute fidèle de cette émission hebdomadaire L'Invité, je reçois pour vous ce dimanche David Kofi Aza, qu'on ne présente plus sur l'arène politique béninoise désormais. Il est prêtre de Fa, il est président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, en abrégé CONASEB, désormais acteur politique. Il est militant du parti politique Mouel Bénin, entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Bonjour David Kofi Aza. Bonjour. Merci d'être là dans nos studios. C'est un devoir. Avec lui, chers amis internautes, nous allons parler des fondements de son entrée en politique. Pourquoi le choix de Mouel Bénin et pourquoi a-t-il choisi de soutenir le président Patrice Talon? Nous parlerons également de la réforme relative aux chefferies traditionnelles. Est-il associé? Quelles sont ses appréciations sur l'initiative? Qu'est-ce qui doit fondamentalement changer afin que la réforme soit une réussite? Nous en parlerons et il nous donnera en fin d'émission, si le temps nous le permet, son regard sur la désacralisation des cultes endogènes observés depuis un certain temps avec une graduation ascendante, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, David Kofi Aza, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, pourquoi votre entrée en politique? Il faut déjà dire que, en tant que d'abord citoyen, nous sommes vus dans la capacité de pouvoir contribuer de par nos expériences acquises dans d'autres domaines, exploiter ça pour contribuer à l'édifice, à la construction de notre édifice, le Bénin. Mais aussi, il faut dire que nous véhiculons des revendications légitimes, nous avons des préoccupations qui jusque-là ne sont pas encore prises en compte ou peinent à être prises en compte. Donc nous estimons qu'il faudrait qu'on puisse se donner de la voix, se donner les moyens pour pouvoir y parvenir. Mais en termes clairs, nous sommes dans une corporation qui a besoin d'être assainie. Et cet assainissement-là ne peut être réglé que par la voie, je dirais, législative. C'est-à-dire que par la prise des lois et tests pour assainir le milieu, mais également organiser le secteur. Parce que vous savez, le Bénin, quoi qu'on dise, est un pays de vaudou, comme l'a dit notre président. Mais le milieu du vaudou est le milieu qui, aujourd'hui, ne dispose d'aucun national juridique capable de mieux structurer, d'être mieux structuré. Donc, nous nous sommes dit, on peut apporter notre expertise dans ce domaine-là pour ne fût-ce qu'assainir ce milieu-là au moins, parce que beaucoup d'autres secteurs sont en train d'être réformés aujourd'hui, donc qui n'ont plus besoin forcément d'autres apports, quoi. Alors, pourquoi vous avez choisi Mouel Bénin, si tant est que, parce que lorsqu'on vous entend, ça veut dire que vous êtes entré en politique pour être député, pour être clair. Pour apporter un certain nombre de... Les lois, ça se vote au Parlement. Ça se vote au Parlement, on n'a pas forcément besoin d'être au Parlement pour les faire voter. Si le peuple décide de nous y envoyer, je crois que nous allons jouer notre partition. Vous avez joué votre partition. Alors, pourquoi le choix de Mouel Bénin? Est-ce que vous nous êtes senti un peu dans un choix hypothétique lorsque l'on sait que Union progressiste, Bloc républicain sont les partis supposés les plus adubés du chef de l'État? C'est normal, hein. Vous savez, si on devrait faire un choix, c'est qu'on aurait pu choisir peut-être l'Union progressiste ou peut-être le Bloc républicain. Mais vous savez, je ne suis pas suiviste. Et je ne vogue pas au gré du vent, au fait. J'analyse. Et puis, vous savez, je suis dans un domaine où nous avons la passion de décrypter l'avenir. Je ne dis pas que l'avenir de ces deux partis est sombre, non. Mais je dis... Vous avez consulté le FA avant d'adhérer au Mouel? Cela va de soi. Hein. Cela va de soi. Mais je dis que il faudrait que je me retrouve quelque part où je peux m'exprimer librement. Je peux m'exprimer librement dans la vérité, mais aussi sans pour autant me ressentir pas écouté. Je vais être quelque part où je serai écouté. C'est vrai que c'est
Ces deux partis-là sont les partis beaucoup plus aimés par le chef de l'État. Mais il faut dire aussi que les autres partis qui soutiennent le président de la République ne sont pas moins aimés non plus. Je crois que tout le monde est traité au même titre. Et en dehors de ça, je me suis dit qu'au niveau de Mouel Béné, c'est un mouvement beaucoup plus dynamique, avec beaucoup de jeunes engagés et beaucoup d'élites qui sont en quelque sorte qui sont organisés pour gérer autrement, pour apporter du sang neuf en matière de la gestion de la chose publique. Donc je me suis senti mieux à l'aise là-bas qu'ailleurs, quoi. Même si j'ai toutes mes références de l'autre côté. Alors, tout à l'heure, vous l'avez dit, tout à l'heure, l'Union progressiste, le Bloc républicain ne nous leurrons pas, appelons un chat un chat. Ces deux formations politiques sont les plus appréciées du chef de l'État. Alors, lorsque vous êtes rentré en politique avec des objectifs clairs et précis, vous ne naviguez pas à vue, comme l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi n'avez pas choisi, par exemple, le choix de l'UP, par exemple, qui est la plus grande formation politique au regard des dernières échéances? Oui, je n'ai pas fait ce choix parce que je ne suis pas sûr que mes objectifs... vous n'êtes pas sûr de vous faire entendre à l'UP? Je ne suis pas sûr de me faire entendre à l'UP parce qu'il y a trop de monde. Et puis, ce dont nous parlons, c'est-à-dire que les préoccupations que nous avons au niveau des crises endogènes ne sont pas sans... certains, en tout cas les ténors de l'UP, ne sont pas sans savoir. Mais si rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine limite à pouvoir nous donner satisfaction. Est-ce que ce n'est pas peut-être le manque de personnes porteuses de ces initiatives qui manquent peut-être en leur sein? Bon, je ne dis pas. Il y en a qui sont au niveau de l'Union progressiste comme au niveau du Bloc républicain, qui sont très ancrés dans la tradition, qui sont, je dirais, amis des acteurs culturels que nous sommes. D'après Soussou, par exemple? Voilà, d'après Soussou, par exemple, qui est un Vaudounsi, donc qui est très proche de nous d'ailleurs. Et donc, il y en a plein d'autres, hein, il y en a plein d'autres qui sont très proches de nous. Mais vous savez, c'est un parti politique qui a forcément ses règles, son organisation et tout, et qui a un président. Donc, je ne dirais pas que, je ne pourrais pas dire que c'est juste un ou deux individus qui sont proches de nous qui vont faire forcément notre affaire parce que seule leur voix ne peut pas être prépondérante au niveau de toute la masse, au niveau de ce parti, quoi. Alors, on va faire un petit autopédalage. Quelles sont les préoccupations légitimes que vous avez réellement? Vous savez, le Bénin est un pays de tradition, de culture, de religion. Et le Bénin a su influencer beaucoup d'autres pays, pour ne pas dire d'autres continents, dans sa démarche œcuménique. Si je prends par exemple le cas d'une religion qui draine près de 2 milliards d'adeptes, de sympathisants et autres, je veux parler de Candomblé, qui est une religion qui a été fondée par la mère de Roi Guézo, qui aujourd'hui, la paternité est réclamée par le Brésil. Et cette religion est présente en Argentine, en Uruguay, en Paraguay, au Pérou, au Cuba et dans toute l'Amérique latine. Eux, ils réclament la paternité, alors que c'est quelque chose qui a été fondé sur les Vaudous du Bénin par une béninoise, une reine mère, je crois. Deuxième chose, jusqu'à aujourd'hui, ils ont suffisamment légiféré sur le vaudou chez eux. Au Brésil, par exemple, si je prends seulement ce cas. Ils ont suffisamment légiféré sur le vaudou. Et même dans la sous-région, beaucoup de pays dans la sous-région ont légiféré déjà sur le vaudou. Mais le Bénin, qui en est le géniteur, jusqu'à aujourd'hui, n'a encore rien fait depuis les années 60 à aujourd'hui. Deuxième chose, nous sommes dans un pays où il faut commencer par changer les paradigmes. Parce qu'on a l'impression que on fait tout pour nous-mêmes nous auto-aliéner dans ce que le colonisateur nous a imposé au fait. Et pour être plus clair, quand on prend le Parlement, les débats se mènent seulement en français. Quand on prend Radio Hémicycle, tout se dit seulement qu'en français. Alors que le français est compris et parlé par à peine 22% de la population. À peine 22% de la population. Ça veut dire que la grande masse est ignorée, n'est au courant de rien de ce qui se passe. On vote les lois, ils ne savent même pas les lois qui sont votées. Et quand ils tombent maintenant sous le coup de la loi, on leur plaque maintenant la loi pour dire voilà ce que la loi dit. Mais c'est des gens qui ignorent qu'une telle loi existait avant de tomber sous le coup de la loi. Donc, il faudra changer de paradigme. Aujourd'hui, le Brésil a légiféré, si je prends seulement ce cas-là, sur le Yoruba, qui est devenu la deuxième langue officielle
de ce pays après le portugais. Mais le Bénin et le Nigeria qui partagent ensemble ce pays-là, on a fait quoi? Actuellement, il y a un lobby fort au niveau du Parlement, conduit par les Vodounos de là-bas, qui veulent maintenant légiférer sur le fond, la langue fongbe, qui est déjà enseignée dans les écoles et dans les universités, et des thèses de doctorat sont réalisées sur le fond et sur le Yoruba. Comme des thèses nous disposons entièrement réalisées en fongbe au Bénin ici, dans nos universités. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. En Yoruba, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Mais là-bas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils nous devancent, ils légifèrent sur nos langues nationales pour s'en approprier et nous-mêmes, nous ne faisons rien. Quand on revient par exemple sur le cas du FA, depuis 2005, l'UNESCO a reconnu le FA comme patrimoine immatériel de l'humanité. Il y a des subventions qui sont données pour la promotion du FA chaque année, mais le BN n'en a jamais bénéficié. Parce qu'on n'a pas légiféré dans ce sens. On ne mène aucune démarche dans ce sens. Alors que des pays de la sous-région bénéficient de ces subventions-là. Qu'est-ce que nous attendons? On a l'impression qu'il y a un manque de visibilité par rapport à nos réalités. Un immobilisme? Non, mais c'est qu'on hésite à aller vers l'essentiel. Vous savez, le chef d'État a décidé de faire la promotion de nos réalités endogènes. Mais les cadres qui devaient mettre en exécution ces réformes-là estiment qu'on va promouvoir que le volet culturel de la chose. Ça veut dire que le volet culturel n'intéresse pas. C'est-à-dire qu'on veut séparer la chaleur du feu. C'est-à-dire qu'on veut le feu, mais on ne veut pas la chaleur. Et ça pose un véritable problème de compréhension. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un véritable problème de compréhension qui s'étend même sur, pas seulement sur les réalités endogènes, pas seulement sur les religions endogènes, mais qui s'étend même sur la question de la chefferie traditionnelle sur laquelle on va revenir. Alors, lorsque vous dites tout ceci, est-ce que vous pensez que ces raisons qui vous ont motivé à faire votre entrée en politique, vous pouvez défendre seul tout ceci? Vous savez, il ne faut pas beaucoup de monde pour faire une révolution. Il faut juste une minorité. Même si vous êtes 1 ou 2 ou maximum 3, vous pouvez faire une grande révolution qui peut embraser toute une nation. Donc nous estimons qu'on n'a pas besoin. Ce n'est pas parce que la grande masse répète quelque chose que c'est la meilleure voie à suivre. Et ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose que c'est une bonne chose. Donc nous estimons qu'on peut se donner de la voix. L'essentiel c'est de pouvoir convaincre avec des exemples concrets, avec des éléments d'appréciation concrets pour faire adhérer une large majorité à sa cause. Donc, il ne sert à rien d'attendre que tout le monde épouse sa vision avant de la mettre en pratique. On peut se passer d'un individu, mais on ne peut pas se passer de son idée. On ne peut pas tuer son idée. Alors, David Kofi Aza, pourquoi soutenez-vous Patrice Talon? Puisque Mouel Béné soutient Patrice Talon, donc. Oui, Mouel Béné soutient Patrice Talon, mais il faut dire que, je crois, pour la petite histoire, depuis 2014-2015, au moment où personne ne s'y attendait, on avait déjà vu ça par le TOFA, que c'est telle personne qui venait. Donc mon soutien à Patrice Talon ne date pas d'aujourd'hui, date bien avant même sa déclaration de candidature de 2015. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous le soutenons, nous avons été en amont. Et c'est le rôle qu'on avait joué en son temps. Au moment où on jouait ces rôles-là, ceux qui se réclament aujourd'hui de la rupture étaient de l'autre côté, nous combattaient même ouvertement. Mais aujourd'hui, ils ont changé de camp et ils sont les plus rupturiens que ceux qui ont œuvré. Les mieux lotis que ceux qui ont fait... Ils sont mieux lotis. Vous savez, nous on a commencé ce combat de Patrice Talon depuis fin 2014, décembre 2014. Parce que le tournoi de décembre 2014 a fait son portrait physique. Donc c'est depuis ce temps-là jusqu'en 2015 que nous on a commencé, donc on savait qu'il venait, on avait commencé la lutte en ce moment-là. Qu'il a commencé la lutte là. Il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont soutenu Patrice Talon depuis cette période-là, c'est-à-dire 2014-2015, jusqu'à son avènement au pouvoir. Et en 2016-2017, ils ont estimé que à la grande espérance d'hier, s'est succédé le doute et le désespoir, et donc ils ont divorcé avec Patrice Talon. Alors pourquoi vous êtes toujours admiratif à Patrice Talon? Vous savez, chacun sait ce qu'il poursuit. Et il ne faudrait pas confondre les intérêts personnels avec les intérêts de la masse. Nous, on l'avait soutenu parce qu'on a vu, le FA même l'avait déjà dit, que c'est un homme de culture, c'est un homme de tradition
Donc c'est quelqu'un qui va nous apporter beaucoup dans le domaine des cultes endogènes. Puisque jusque-là, le pays était christianisé jusqu'au plus haut niveau. Donc nous nous sommes dit, nous avons un intérêt, le monde endogène a un intérêt à soutenir celui-là qui vient, si tant est qu'il est un homme de la culture. C'est la même chose pour tous ceux qui ont soutenu avant, pendant et même après son accession au pouvoir. Chacun a un intérêt bien précis. L'intérêt peut être personnel comme ça peut être collectif. Si c'est un intérêt collectif, je pense que ceux qui poursuivent des intérêts collectifs ne sont pas déçus. Mais ceux qui poursuivent les intérêts personnels, beaucoup sont déçus parce que rapidement ils ont compris que ce n'est pas l'accoutumance qu'on avait l'habitude d'avoir. C'est-à-dire qu'on se met ensemble, on fait, et maintenant chacun coupe son morceau de gâteau et puis en dispose comme il veut. C'est certainement qu'ils se sont trompés sur ce point-là, et c'est ce qu'ils beaucoup n'ont pas pu avoir, et ça a créé en quelque sorte le divorce, quoi. Donc chacun sait ce qu'il veut, en fait. Nous avons un intérêt, notre intérêt c'est qu'il prône, et il veut, et il manifeste une volonté politique clairement affichée de faire la promotion de nos valeurs endogènes. C'est ce que nous voulons. C'est ce que vous voulez. Voilà. Alors, sur le plan de la gestion du pays, d'aucuns estiment que Patrice Talon n'a pas tenu les promesses et que vous êtes acteur politique, désormais vous pouvez parler de la démocratie. On dit que la démocratie est mise à mal sous Patrice Talon. C'est relatif. C'est relatif en ce sens que chacun de nous a sa perception de la démocratie. Et moi je dis souvent, on n'en a que faire de cette histoire de démocratie que l'Occident nous a imposée. Parce que l'Occident a passé tout son temps à construire son pays, a fini de construire son pays, a fini d'expérimenter tout. Et parce que ça a réussi en Europe, c'est que ça doit réussir en Afrique, ça doit réussir au Bénin. Ce n'est pas la même chose. Si la démocratie marche pour eux là-bas, et que leur éducation est complètement par terre, et que n'importe qui se lève et dit n'importe quoi contre n'importe qui, chez eux là-bas, ça ne pourra pas marcher chez nous ici, parce que nous avons une histoire. Nous sommes une civilisation qui ne partage pas les mêmes idéaux que la civilisation occidentale. Donc, il faudrait qu'on réadapte cette démocratie-là. Écoutez, il y a beaucoup de pays qui sont des pays démocratiques, mais pourtant, il y a certaines choses qui se passent dans d'autres pays à côté, mais qui ne peuvent pas se passer dans leur pays. Pourquoi on veut nous imposer, je dis la pensée unique démocratique? Non. En Europe, les 27 pays d'Europe ont des constitutions différentes. Mais quand vous prenez la sous-région francophone, nous avons presque les mêmes constitutions. C'est-à-dire que c'est du plagiat à notre constitution. Pourquoi eux autres, ils ont des visions différentes de leur pays, de leur nation et de la gestion de la chose publique? Et pourquoi on veut nous imposer, nous, une pensée unique, une gestion unique? La question de la démocratie, c'est une question relative. Et chacun, il va selon ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on veut que notre pays soit un pays de libertin et que n'importe qui se lève et fait n'importe quoi au nom de la démocratie, parce que dans la démocratie, je peux écraser l'autre si je veux, je peux insulter l'autre si je veux, je peux calomnier l'autre si je veux, je peux ternir son image si je veux. Je crois qu'il faut que ça s'arrête. Et il faut qu'on soit conséquent, il faut qu'on soit plus sérieux. La Chine entre griffes, même si on pense que c'est un pays communiste, mais ils ont la liberté. Mais ils n'ont pas la liberté de faire n'importe quoi. Parce que de quoi il s'agit ici, c'est de construire le pays. Eux, ils ont fini de construire leur pays, mais ils veulent nous distraire pour nous empêcher de construire les nôtres. Parce qu'on veut nous asservir, on veut nous maintenir sous domination permanente afin de toujours continuer par nous gruger. Non, il faut arrêter avec cette sorte de démocratie à l'occidentale. Ils n'ont qu'à faire leur démocratie là-bas. Nous allons faire notre démocratie à l'africaine et surtout à la béninoise. Alors, que pensez-vous des rapports de Patrice Talon avec ses opposants? Vous savez, aucun chef d'État au monde ne peut faire l'unanimité dans son pays. Même s'il distribue tous les jours de l'argent à tout le monde. Kadhafi, tout est gratuit en Libye. Mais pourtant, les Libyens se sont levés et l'ont chassé. Et l'ont tué. Alors que tout était gratuit. Le logement, l'électricité, l'essence, presque tout est gratuit. L'école, tout est gratuit. L'université, tout est gratuit. On peut même t'envoyer à l'extérieur pour aller étudier. Tout est gratuit. Mais pourtant, on l'a chassé. Aucun dirigeant ne peut faire l'unanimité dans un pays. L'essentiel, c'est que cela puisse donner un mieux-être à la plus grande masse. C'est ce qui est important. Parce que quoi qu'en soit ce que Patrice Talon fera, il y aura des gens qui vont tous s'opposer à lui. Écoutez, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Mais pourtant, il y a des gens qui disent même qu'il n'existe pas.
Il y a des gens qui se sont opposés à lui. Donc, moi, je pense que le président Talon n'a pas à s'attendre à ce que tout le monde l'applaudisse. Tout le monde ne va pas l'applaudir. Ça, là, c'est clair. Parce que tout le monde, toutes les créatures sur cette terre savent qu'il y a un Dieu qui les a créés, mais tout le monde n'applaudit pas Dieu. Donc, on s'attend à ce que tout le monde l'applaudisse, qu'il fasse l'unanimité. Ça n'a jamais existé nulle part, dans aucune nation. Maintenant, le problème qui se pose quand vous êtes un opposant, ou vous estimez, d'abord vous vous opposez à quoi? Au progrès du pays? À l'évolution du pays? À l'émancipation du pays? À la construction du pays? Vous vous opposez à quoi? Vous vous opposez à une gestion d'un individu que le peuple a élu pour faire un travail et il fait son travail. On ne peut pas dire que la manière dont moi je vois les choses, c'est de cette même manière que l'autre aussi doit voir les choses. Patrice Talon est issu de la bourgeoisie. Il est de l'aristocratie. S'il doit gérer une nation, ça va transparaître quoi qu'on dise. Mais le paysan, un parvenu qui est venu, qui est venu par des concours de circonstances du hasard au pouvoir, va gérer la chose autrement. Donc, qu'on ne s'attende pas à ce qu'il gère la chose telle que la grande masse l'aurait voulu. Il fera les choses avec finesse, avec élégance et tout, parce qu'il est de l'aristocratie. Le paysan qui va venir au pouvoir va gérer les choses selon la vision du paysan. Donc, ça ne pourra jamais être la même chose. Donc, qu'on ne s'attende pas à ce que tout le monde, à ce qu'il fasse ce que tout le monde aurait voulu qu'il fasse, il ne pourra pas le faire. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Si, pour ce hasard, je suis Bokono, et que demain j'accède au pouvoir, je vais gérer le pays selon la volonté du FA. Comment on gère les couvents? Comment on gère les couvents? Donc, beaucoup ne seront pas d'accord. Donc, c'est comme ça, en fait. La personne va faire selon l'éducation reçue. Parce qu'on dit l'œuvre d'un individu à l'image de l'individu lui-même. Les œuvres que Patrice Talon pose aujourd'hui dans le pays sont forcément à son image. Parce qu'il est d'une certaine hauteur, d'un certain niveau social avant de venir au pouvoir. Avant de venir au pouvoir. Alors, sur le plan de la gouvernance, oui, est-ce qu'il y a des actions inédites qui ont été posées, qui ont été réalisées, qui vous ont véritablement marqué? Sur le plan de la gouvernance, vous étiez observateur. En tant qu'observateur, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Au moins aujourd'hui, je ne dis pas que la corruption a complètement reculé dans notre pays. La corruption existe toujours. Mais aujourd'hui, c'est raffiné. Pour ne pas dire, la peur existe aujourd'hui. Même dans l'administration publique, la peur d'être pris en flagrant délit existe aujourd'hui. C'est déjà un début, c'est déjà une avancée. En dehors de ça, il y a l'informatisation, c'est-à-dire que la dématérialisation de l'administration, je crois qu'en Europe, les gens l'ont fait depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, c'est maintenant que nous commençons par le faire. C'est-à-dire qu'on peut obtenir beaucoup de documents administratifs rien qu'en restant chez soi et via les nouvelles technologies. Donc, ça permet de hisser notre nation. Mais il faut également dire qu'en matière de gouvernance, nous avons, on commence pas à voir clair dans ce qui se passe et on commence pas à voir clair dans ce qui se fait au niveau de notre pays. On sait qu'avec précision, dans tel domaine, telle chose est faite, dans tel domaine, telle chose est faite, et les choses sont faites de façon responsable. Je dis bien de façon responsable. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé au niveau de la gouvernance, même si certains estiment, ou parce que pendant des dizaines d'années, il y a eu des réseaux qui ont tissé un certain nombre de comportements qui leur permettaient d'engranger beaucoup de deniers publics de façon frauduleuse, qui aujourd'hui, la dématérialisation et la gouvernance actuelle imposée fait qu'ils ne peuvent plus avoir ces retours-là qu'ils avaient hier. Donc ceux-là ne vous attendez pas à ce qu'ils vous applaudissent, ils vont grincer les dents. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Alors, vous parlez de réformes. Les réformes ont été opérées, notamment sur le plan de la lutte contre la corruption, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Il y a également celles dont les leviers sont actionnés actuellement, de la chefferie traditionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que ce n'est que justice rendue. Parce que ça fait partie des choses qui nous ont poussés aussi en politique. Parce que vous savez, ce n'est pas concevable que l'histoire du Bénin, tant riche en matière de royauté, jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à légiférer sur la chefferie traditionnelle. Mais il y a un piège qui nous attend également là. Et il faudra faire très attention. C'est vrai que les réformes sont des réformes louables. C'est déjà le courage, la volonté politique de s'engager dans ce sens-là, c'est déjà louable. Parce que pendant des années, des dizaines d'années, les régimes successifs n'ont pas eu ce courage-là. Parce que c'est un milieu je dirais, d'abeilles. Et beaucoup n'ont pas le courage d'y mettre les pieds. Beaucoup n'ont pas le courage d'y mettre les pieds. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un piège qui subsiste. Lequel? Le piège qui subsiste, c'est que après
la chute de la dynastie royale d'Abomey, c'est-à-dire qu'après que la France ait annexé notre nation, avec l'arrêté 102 du roi français, qui date du 12 février 1900, beaucoup de royaumes se sont vus fragilisés. Et beaucoup de royaumes ont vu le jour également. C'est les royaumes qui avaient été déjà annexés par le royaume de Dahomey se sont vus libérés. Donc, ils sont nés. À l'avènement des indépendances, il y a eu également beaucoup de royaumes qui ont encore vu le jour. De nouveaux royaumes, de pseudo-royaumes aussi, qui ont encore vu le jour. Et puis, troisième chose maintenant, à l'avènement de la démocratie en 90, il y a eu encore la naissance de beaucoup d'autres royaumes. Aujourd'hui encore, je crois que ça continue, parce que récemment, on a vu que quelqu'un a créé, un Vaudounois a créé le royaume de Ouida, alors que le royaume de Ouida n'a jamais existé. C'est le royaume de Savi plutôt qui existait, dirigé par le roi passé. Donc, il y a ce piège-là qui nous attend. Comment faire? Quel sort serait réservé à ces différents royaumes-là? D'abord, les royaumes qui sont nés après 1900, ceux qui sont nés après 1960, ceux qui sont nés après 1990. Quel sort? Tout cela se font appeler rois, alors qu'en réalité, ils ne sont pas des rois. Maintenant, quelles sont leurs réserves? Il y a c'est tant de questions. Je crois que c'est une structure, la structure qui a été mise en place, il y a des gens qui connaissent bien le dossier. Je veux parler du professeur Léon Biobigou, qui a beaucoup travaillé sur ce dossier, qui a même fait beaucoup de propositions pour légiférer dans ce domaine qui n'avait pas prospéré parce qu'il n'y avait pas eu le courage politique en son temps. Et je crois que sa présence déjà dans cette commission peut apporter beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes associé? Ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Et ça ne vous gêne pas au regard de votre désir irrésistible de pouvoir contribuer à la révolution des choses? Bon, on aurait pu, si on était associé, apporter quelque chose. Mais néanmoins, cela ne nous empêcherait pas parce que celui qui dirige cette commission, le professeur Akora, c'est un grand ami, c'est un aîné. Nous pouvons lui faire parvenir nos réflexions dans ce sens-là aussi, pour ne pas tomber dans le piège de cette royauté-là. Alors, quand on parle de chefferie traditionnelle au Bénin, qui sont ceux qui sont véritablement concernés en dehors des rois? Mais il n'y a que les rois. Non, il n'y a pas que les... En fait, il n'y a pas que les rois. Quand on parle de chefferie traditionnelle, c'est... Est-ce que les dads de famille sont concernés? Est-ce que les chefs de collectivités locales sont concernés? C'est que il y a eu une petite fausse note. Déjà au niveau de la constitutionnalisation. Parce que l'article 151 de la Constitution actuelle dit que l'État reconnaît la chefferie traditionnelle comme gardienne des us et coutumes. Il y a une petite fausse note là parce que la chefferie traditionnelle n'est pas gardienne des us et coutumes. Les us et coutumes c'est une question de clan. Et ça ne règle pas également le problème des cultes endogènes. Parce que la chefferie traditionnelle, ça concerne d'abord ce que nous appelons les chefs de terre. C'est les chefs de terre que ça concerne. Et c'est différent de la royauté. C'est deux choses différentes. La royauté concerne les souverains. Et quand on parle de royauté, on parle d'un territoire vaste, plus ou moins. On parle d'une armée, on parle d'une histoire. Et on parle d'une population donnée. Alors, les chefs de terre, quand vous allez d'ici jusqu'au nord, parce que ici, c'est ceux-là qu'on appelle les Aïnos. Les chefs de terre qu'on appelle les Aïnos ici. C'est un clan qu'on appelle Aïnos, les chefs de terre. Mais quand vous allez au niveau du septentrion, déjà à partir des collines jusqu'au niveau du septentrion, vous allez constater qu'il y a des chefs de terre qui avaient une certaine superficie. Et quand les souverains sont venus, ils ont annexé 2 ou 3 superficies pour en faire leur royaume. Donc, dans un royaume, vous pouvez avoir 2, 3, 4 chefs de terre qui sont des chefs traditionnels, mais qui ne sont pas des rois, mais qui ont dû faire allégeance au nouveau souverain. Donc, chacun administre son territoire et rencontre au souverain, qui, en quelque sorte, les coiffe tous. Mais le souverain est un administrateur territorial. Le roi est un administrateur territorial. Il n'est pas gardien des us et coutumes. C'est comme quand on prend le cas du plateau d'Abomey.
nous avons le souverain qui est le trône de Rugbadia. Donc, quiconque qui accède au trône de Rugbadia est roi de Dahomey. Alors, lors de l'avènement des Blancs, ils ont arigoté le territoire d'Abomey en 8 provinces. Et ces provinces-là ont été confiées à des ducs. Ces ducs-là, aujourd'hui, se font appeler aussi rois. Alors que le roi central même, le roi même, c'est le roi de Dahomey, c'est celui qui est sur le trône. Alors, ceux-là sont devenus des chefs de terre parce qu'on leur a confié la gestion d'un territoire donné. Ils ont en charge l'administration d'une superficie qui dépend de la suzeraineté de Dahomey. Donc, ce sont des suzerains qu'on a mis en place pour pouvoir gérer les territoires, ces suzerainetés-là, et rendre compte au roi. Donc, la chefferie traditionnelle aujourd'hui est comparable à la suzeraineté. Ce sont des suzerains et qui dépendent maintenant des rois. Alors, en bas des suzerains, nous avons les valets. Les valets-là, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les dards. C'est-à-dire qu'à ceux-là, on a confié de petites portions de terre qui, en quelque sorte, peuvent avoir la superficie d'un village ou d'un quartier, ainsi de suite. Donc, ces valets-là dépendent tous du suzerain et les suzerains dépendent tous maintenant du roi. Donc, il y a un amalgame à ce niveau-là. On mélange tout. Et cela aussi se fait remarquer par l'appellation que nous utilisons. Parce que quand on voit un dard, on dit majesté. Un dard n'est pas une majesté. Une majesté, c'est d'abord un souverain, un roi. Même les suzerains ne portent pas le titre de majesté, mais ils sont des altesses royales. Le suzerain est une altesse royale, mais il n'est pas un roi et il ne peut pas porter le titre de majesté. Même un simple vaudounon se fait appeler majesté. Il y a un mélange de tout à ce niveau-là. Donc, je crois que la commission doit faire très attention pour ne pas tomber dans ces pièges-là, quoi, en fait. Maintenant, en dehors de tout ça, là, il y a les garants des us et coutumes qui sont complètement différents. Ceux-là ont un nom précis, c'est les Toriono. Les garants des us et coutumes, ce sont les Toriono. Ce sont les Toriono qui sont chargés même de la consécration et de la charge des rois. Et c'est là, les us et coutumes, c'est une question de clan. Quand vous prenez par exemple les Aïno, ils ont leur usus et coutumes, qui est complètement différent de ce que pratiquent les Djavik Bangwenou, qui est complètement différent de ce que pratiquent les Adekunvi Adjokhouanou, qui est complètement différent de ce que pratiquent les Agenouvi Welinou. Donc, la question de us et coutumes, c'est une question de clan. Ce n'est pas une question de religion. Et ça n'a rien à voir avec les cultes endogènes. Donc, il y a également ce piège-là qui est là, qu'il ne faut pas... Alors, pour aider nos amis internautes qui nous suivent avec beaucoup d'attention, oui. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut comprendre par us, qu'est-ce qu'on peut comprendre par coutume de façon Les us et coutumes, c'est quoi? Us et coutumes, ce sont les pratiques, les codes de vie et des rituels spécifiques de naissance et de mort inhérentes à un clan. C'est-à-dire que quand on prend un clan, tout ce que ce clan fait, quand un enfant naît, la manière dont on fait la présentation de la lune, les rituels de sortie d'enfants, ça va de clan en clan. Et c'est ça qu'on appelle us. Les coutumes là, c'est la pratique que nous avons ensemble. C'est-à-dire que dans notre clan, nous ne mangeons pas ci, nous ne mangeons pas ça, nous avons ça comme totem, nous avons ça comme pratique, même si ça va jusqu'au niveau de l'art culinaire. Ça là, ce n'est pas la même chose partout, c'est une question de clan et ça n'a rien à voir avec la religion endogène. Il ne faut pas faire la manière. Les us et coutumes n'ont rien à voir avec la religion endogène. Ça, c'est des pratiques qui sont inhérentes à l'individu, compte tenu de son appartenance à un égrégore donné. Et l'égrégore est également familial. L'égrégore n'est pas collectif, c'est d'abord familial. Donc, quand on parle des us et coutumes, on parle de tout ce qui concerne les rituels depuis la naissance jusqu'à la mort liés à une famille. Alors, même jusqu'à la canonisation des morts, c'est une question des us et coutumes. Parce que quand on prend les Fonds ou les Adjanou, par exemple, ils ne canonisent pas les morts comme les Yoruba et les Nago. Ce n'est pas la même chose. Donc, ils n'ont pas les mêmes us et coutumes. Alors, pour revenir à la chefferie traditionnelle, pour être plus précis, alors, est-ce qu'aujourd'hui, on doit attendre de cette commission qu'ils nous redéfinissent qui sont ceux qui sont... Exactement. Puisque le chef d'État a été clair là-dessus,
l'organisation de la chefferie traditionnelle, on doit savoir l'ossature, c'est quoi la chefferie traditionnelle. Maintenant, j'ai compris que ici, on veut mettre dans la chefferie traditionnelle la royauté. C'est ce que je suis en train de comprendre. On veut mettre dedans la royauté. La royauté? Non, il y a la royauté, il y a les chefs de terre. Donc, les administrateurs du territoire. On veut mettre tout ça ensemble avec en réalité, les DAR ne sont pas compris. En principe, non. En principe, les questions de DAR, c'est une question de famille. C'est une question purement familiale. Alors que la royauté regroupe beaucoup de clans et beaucoup de familles. Quand vous prenez le plateau d'Abomey, le roi d'Abomey administre beaucoup de clans. Il y a presque tous les clans qui se retrouvent au niveau du plateau d'Abomey. Donc, ce n'est pas une question familiale. Donc, ici, aujourd'hui, on s'attend à ce qu'on nous dise exactement qui sont ceux qui sont rois, qui sont ceux qui sont suzerains, qui sont ceux qui sont valets. Et maintenant, qui sont ceux qui sont au niveau les garants, qui sont ceux qui sont les garants des us et coutumes au niveau de nos différentes familles, au niveau de nos différents clans. Alors, on vous aura compris, professeur David Kofi Aza. Très récemment, le Haut Conseil des rois a pris une décision pour exiger aux rois de ne plus participer aux activités politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une décision qui leur permet d'assainir leur milieu, puisque vous savez que le Haut Conseil des rois du Bénin n'est pas la seule structure associative de la chefferie traditionnelle, encore moins de la royauté au Bénin. Donc, ils ont décidé d'assainir leur milieu. Je crois que c'est à leur actif. Mais on saurait étendre cette décision-là à tous les acteurs de la royauté, de la chefferie, encore moins des cultes endogènes, quoi. Mais et si on transposait cette décision-là au niveau des chefferies, qu'est-ce que vous en penserez? Qu'est-ce que vous en direz? Au niveau de la commission qui est mise en place, oui. Bon, je crois que, est-ce que ça ne va pas violer la Constitution qui donne le droit à tout individu d'exercer son droit citoyen, politique et tout? Donc, on ne peut pas restreindre les libertés à cause d'une corporation et violer la Constitution. Si la Constitution le permet, il n'y a pas de souci. Mais je ne pense pas que la Constitution puisse permettre à ce qu'on fasse une exclusion d'une frange de la popularité et de la population par rapport à la chose publique, quoi. Alors, David Kofi Aza, nous allons progressivement vers la fin de cet entretien. On vous sait quand même plus ou moins très proche aussi de la jeunesse. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, il se passe, puisque nous émettons sur la toile, nous sommes très attentifs par rapport à tout ce qui se passe que sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp, TikTok et bien d'autres. Il se passe au moment où on voit de jeunes qui exhibent des fétiches sur la toile, qui s'opportunent en fabriqueurs de billets de banque, en fabriqueurs de richesses et autres. D'autres, des jeunes qui se lancent des invectives, d'autres devant un fétiche disent « Tiens, je te fais ci, je te fais ça ». Vous, en tant que président du CONASEB, quelle est votre appréhension de tous ces faits-là? Ça fait partie des faits pour lesquels le CONASEB est né, le Conseil national des cultes endogènes du Bénin est né. Mais ne jouons pas pleinement notre partition parce qu'on est limité. On est limité en ce sens que CONASEB, c'est une fédération d'associations. Nous sommes environ aujourd'hui 111 associations membres du CONASEB. Les décisions, puisque nous disposons d'une charte et d'un code de déontologie, au sein du rang des membres du CONASEB, il n'y a pas ça. Mais il y a des individus isolés qui font état qui exhibent nos divinités sous prétexte que ces divinités-là fabriquent des billets de banque. Je crois que personne ne fabrique les billets de banque. Ça relève de la souveraineté de nos États. Donc, on n'arrive pas à les appréhender parce qu'ils se disent démocratie, mais c'est-à-dire qu'on est en démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Non, nous, on n'a pas la possibilité. On sait ceux qui font ça, mais on n'a pas. Nous disposons de mesures coercitives. On n'a pas de possibilité pour les arrêter, au fait, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ça fait partie des choses que nous reprochons un tout petit peu aux législateurs. Il faut légiférer. Si on avait légiféré, on aurait pu mettre fin à cette connerie-là sur les réseaux sociaux parce que ça ternit l'image de nos religions endogènes. Puisqu'on pense que c'est le vaudou qui fabrique des billets de banque. C'est que le vaudou est devenu un blanchisseur, un trafiquant de billets de banque et tout ça. Moi, je pense qu'il faut savoir raison garder, certes, mais nous n'avons aucune possibilité de régler ça à l'international parce que ceux-là, ils ne sont pas inquiétés, au fait. Ils ne sont pas inquiétés. Alors, le culte Egougoum, il a perdu pratiquement toute sa sacralité. Il y a
tout un débat autour. Tantôt, on est obligé de suspendre carrément les sorties des Gougou par rapport à cela également. Est-ce le même constat aussi à ce niveau-là? C'est le même constat. Ça, par exemple, c'est un problème qui était déjà là depuis plusieurs années. Je crois que quand on avait suspendu ça une première fois ici au niveau du littoral, on avait tempêté ici, même sur votre chaîne ici, j'en avais parlé. Le préfet à l'époque, Toboula, nous avait reçus. On a échangé, on a trouvé une solution. Mais quelques jours après, cette solution a été renversée encore par un autre lobby. Et puis après, le désordre a repris parce que c'est devenu un culte en quelque sorte mercantile pour certains qui utilisent ça à des fins pécuniaires. Et puis, cela a permis à n'importe qui de venir faire n'importe quoi dans le milieu. Or, il faut assainir le milieu. C'est pas concevable qu'aujourd'hui, parce que même en Europe, ceux qui exhibent, par exemple, ces accoutrements-là en Europe, viennent ici et passent de couvent en couvent pour acheter ces accoutrements et vont exposer. Donc, ça fait partie des choses pour lesquelles on devrait normalement avoir un regard bien précis parce que ça fait partie de nos vestiges qui ne devraient pas sortir n'importe comment du pays. Mais ça sort n'importe comment du pays. C'est vrai que le législateur a trouvé une solution par rapport à ça, mais on ne l'applique pas. L'article 10 de la Constitution dit clairement que toute personne a droit à la culture et que l'État a le devoir de sauvegarder, de promouvoir les valeurs nationales de civilisation, tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles. Mais on ne fait rien pour sauvegarder ça. On voit même, vous savez, le python de Ouida. Les gens envoient ça tous les jours par l'aéroport et ça part. C'est une divinité pour nous c'est sacré. Mais pourtant, personne n'agit dessus. Les accoutrements des Gougou, tous les jours, ça passe par notre aéroport, ça va en Occident. Mais personne n'arrête ça, alors que l'État devrait vraiment protéger ces vestiges-là pour que ça puisse rester ici. Donc, ça fait partie des choses que nous pensons qu'il faut revoir dans notre nation. Qu'il faut revoir dans notre nation. J'espère que vous serez disponible incessamment les fois à venir. Dernière question avant que vous puissiez quand même vous adresser à ceux qui vous ont suivi en ce moment. Le chantier, il est vaste, il est immense. Pensez-vous véritablement y arriver ou parvenir à vos fins? Parce que lorsqu'on vous entend, quand même, il faut carrément aller à une refonte des valeurs. Il faut déjà commencer. Parce que si vous ne commencez pas un chantier, vous ne pouvez pas espérer le finir. Il faut déjà commencer, même si nous, on ne le finit pas, on va semer la graine et d'autres viendront parachever nos œuvres. Donc, l'essentiel pour nous, c'est que cela déjà puisse prendre corps. Le chantier, c'est vrai, c'est vaste, mais ce n'est pas irréalisable. Ce n'est pas irréalisable. Alors, David Kofi Aza, c'est un rituel chez nous, puisque vous êtes prêtre de Fa, donc quand on parle de procédé rituelique, vous en savez quelque chose quand même, c'est un rituel chez nous. Lorsque vous passez, vous regardez droit dans la caméra et vous adressez à ces internautes qui, en voyant cette annonce d'émission, ont quand même bien voulu vous suivre, suivre également ce que vous avez dit, leur dire véritablement un message d'espoir. Ben, vous savez, je suis un peu... très ému. Très ému, ça c'est sûr. Et puis, je suis beaucoup plus un conservateur. Et je pense qu'aujourd'hui, notre jeunesse a bien intérêt. Et également, l'élite béninoise a intérêt à ce que nous puissions repenser notre mode de développement dans tous les domaines et que nous puissions nous ressourcer, nous enraciner davantage sur nos valeurs endogènes et à partir de là, amorcer un réel développement durable et soutenable. Et puis dire à tous ceux qui m'écoutent actuellement que l'espoir est permis. Nous avons pris la résolution de donner un autre souffle, un nouveau souffle, une nouvelle dynamique à la chose publique. C'est pour ça que nous nous sommes engagés en politique. Et aujourd'hui, nous sommes en marche vers la solution des maux qui minent notre jeunesse et qui minent notre nation. Nous allons y parvenir. Merci à vous, David Kofi Aza. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra en outre que notre invité a fait savoir à l'entame de son intervention que son entrée en politique a été motivée par des revendications et préoccupations légitimes qui ne se faisaient pas entendre par le passé, jusqu'à présent d'ailleurs même, et que leur corporation, c'est-à-dire celle de tous ceux qui sont garants des cultes endogènes, est à assainir et à réorganiser. Et donc, au cours de son argumentaire, il a eu à dire que s'il est mandaté
par une formation politique et par les militants, il sera au Parlement pour pouvoir véritablement agir dans ce sens. À la question de savoir pourquoi il n'a pas été membre de l'Union progressiste ou du Bloc républicain, il a fait savoir qu'il n'est pas suiviste et que son choix est un choix réfléchi. Il a voulu être quelque part où il est écouté et donc il a vanté un peu les mérites du parti politique Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, un parti politique qui pour lui est beaucoup plus dynamique. Au cours de son argumentaire également, on a pu noter que le Brésil et la sous-région ont beaucoup légiféré sur le vaudou, alors que le Bénin jusqu'à présent n'a aucune législation sur la question. Il a fait savoir dans son argumentaire également que des thèses sont entièrement réalisées en fond et en Yoruba au Brésil. Il déplore la non-promotion de nos valeurs culturelles au profit du culturel. Il ne faut pas beaucoup de personnes pour faire une révolution, a lancé au cours de cette émission David Kofi Aza. Il a justifié son soutien à Patrice Talon par une volonté engagée et également des prédictions du FA. Il a révélé au cours de son intervention que son soutien à Patrice Talon date avant sa déclaration de candidature fin 2014. Il ne faut pas confondre les intérêts personnels à l'intérêt collectif, a lancé également David Kofi Aza au cours de cette émission. Pour lui, Patrice Talon est un homme de culture et de tradition et le FA a d'ailleurs fait des révélations dans ce sens. À la question de savoir si la démocratie n'est pas mise à mal sous Patrice Talon, il a rétorqué que c'est relatif car pour lui, l'Occident a fini d'être construit avant d'être démocrate. Il faut réadapter la démocratie à nos civilisations, a recommandé David Kofi Aza au cours de cet entretien. Nos constitutions dans la région ouest africaine sont des plagiats, alors qu'en Europe, ce n'est pas véritablement le cas. Et donc, il invite véritablement à ce que même nos constitutions soient rédigées en tenant compte de nos réalités socio-culturelles. Patrice Talon est de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Et dans sa gestion, cela va transparaître, nous a fait savoir au cours de son intervention David Kofi Aza. Il est admiratif de la peur qui est installée désormais dans le pays, notamment tout ce qui est lié aux affaires de corruption. Et donc, pour lui, il a fait savoir que la lutte contre la corruption a véritablement produit des effets. La digitalisation de l'administration, David Kofi Aza en est admiratif. Parlant de la chefferie traditionnelle, des réformes qui sont en cours, pour lui, il a loué la volonté politique qui est engagée. Il y a un piège, a-t-il alerté. Il a également argumenté dans ce sens. Il salue la présence du professeur Léon Biobigou dans la commission. Il y a une fausse note au niveau de la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle. David Kofi Aza a également parlé dans ce sens. Il nous a fait savoir au cours de cet entretien qu'un Da n'est pas une majesté, ni encore moins un simple vaudou-nom. Donc, on ne doit pas appeler un simple vaudou-nom sa majesté. Il y a les vrais garants des us et coutumes. Il les a fait savoir, il nous l'a révélé et il a défini au cours de cet entretien ce qu'on peut comprendre par us, ce qu'on peut comprendre par coutume. Et en fin d'émission, il nous a parlé du CONASEB. Il a déploré véritablement l'usage dont fait la jeunesse des religions endogènes au Bénin. Il a fait savoir que le CONASEB est composé de 111 associations, c'est une fédération de 111 associations. Il a parlé également et il souhaite vivement que des actions législatives soient prises afin que des mesures coercitives soient mises en place pour que véritablement le culte puisse regagner toute sa dignité. J'espère que je vous ai résumé plus ou moins. Bien résumé. Merci. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, en abrégé CONASEB, désormais acteur politique militant du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Merci une fois encore. J'espère que très nécessairement, on vous recevra pour parler peut-être du FA et du vaudou. Merci à vous, David Kofi Aza. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Portez-vous bien. Agréable journée dominicale et à demain lundi pour Free Matin.